Ce balado est une présentation du Centre de services scolaires Chemin du Roi. Apprendre, réaliser, ensemble. Bienvenue à Après la cloche, le balado conçu pour accompagner les enseignants dans leur parcours professionnel avec une attention toute particulière pour ceux en début de carrière. Notre mission? Vous offrir des outils pour grandir, nourrir votre bien-être et renforcer votre sentiment d'appartenance à la communauté enseignante. Ici, nous partageons des histoires inspirantes d'enseignants et d'experts qui, chaque jour, contribuent à créer un milieu scolaire humain, inclusif et bienveillant. Bienvenue à Après la cloche, le balado qui accompagne les enseignants dans leur parcours professionnel. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui a donné quelques mots de ventre un jour ou l'autre à tous les enseignants que je connais, la gestion de classe. Sans elle, difficile d'enseigner et surtout de garder le plaisir d'être en classe. Quand ça va bien, on a envie d'aller travailler tout le temps, on s'épanouit dans notre travail et quand ça va mal, ça gruge énormément d'énergie et ça peut même affecter notre santé mentale. Mon nom est Pascal Romano et je suis mentor ressources au Centre de services scolaires Chemin du Roi et j'anime ce balado avec François de Caroufel. Bonjour Pascal, très heureux d'être ici aujourd'hui avec toi pour un autre balado. Dans ce cas-ci, pour parler d'un sujet qui est assez complexe. Comme on le sait, la gestion de classe, c'est pas inné, ça se développe, ça s'ajuste, mais surtout, je devrais dire qu'on doit le planifier. Pour en parler, on a la chance aujourd'hui d'accueillir avec nous deux experts du terrain. On a Catherine Pellerin, qui est agente d'accompagnement au primaire, et Simon Quintal, qui est mentor au secondaire. On va donc en profiter tous ensemble pour explorer la fameuse main de la gestion de classe qui a été développée par Nancy Gaudreault, qui est une chercheuse à l'Université Laval qui est en adaptation scolaire. Hey, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô. On va parler donc de comment prévenir les comportements problématiques, comment intervenir efficacement lorsqu'ils surviennent, quels sont les types d'écarts de conduite et comment y réagir de façon graduée. Bref, on vous donne des outils concrets pour que la gestion de classe devienne une belle force pour vous, chers enseignants de tous les secteurs, formation professionnelle, formation générale des adultes, secondaire et primaire. Il y a tellement à dire et c'est une de mes passions, la gestion de classe. Ça risque d'être difficile de faire un balado de 35 minutes. On se l'est dit, on s'excuse d'avance, mais c'est trop important. Pour commencer, Catherine, Simon, pouvez-vous nous parler brièvement de votre expérience, puis ce qui vous a amené à accompagner les enseignants sur la gestion de classe? Bien sûr. Moi, dans le fond, je suis psychoéducatrice, agente de réadaptation, parce que j'ai mon bac. Je suis au centre de service depuis 2009 et j'ai travaillé dans près de 15 écoles primaires en début de carrière. J'ai terminé dans les années où il n'y avait pas beaucoup de travail. Donc, j'ai accumulé les contrats. J'ai été pendant près de 10 ans dans un milieu au secondaire et depuis 2020, je suis agente d'accompagnement dans les écoles primaires. Qu'est-ce que ça fait un agent d'accompagnement? Concrètement, là, on accompagne plein de personnes. Ça peut être des directions, des psychoéducateurs, des TES et des enseignants dans la mise en place des interventions qu'on dit universelles. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller toucher le plus d'élèves possible. Donc, entre autres, la gestion de classe. Je sais, là, vous nous présentez comme des experts. Oui, on s'excuse. Vous n'aimez pas ça, vous, les agents d'accompagnement? Non, on n'aime pas ça parce que la posture, c'est super important comme accompagnatrice dans mon travail. Donc, on croit plutôt que la lunette de l'enseignant et la lunette de l'intervenant, c'est vraiment complémentaire au niveau du comportement. Puis ça permet de répondre aux besoins des élèves et du groupe. Puis la gestion de classe, c'est extrêmement complexe et demandant, comme tu l'as dit, Pascal. C'est les enseignants qui vont devenir des experts au fil du temps. Il faut qu'ils se donnent le temps. Et évidemment, bien, avec les accompagnements qu'on donne un petit pas de recul, bien, ils vont être encore plus outillés. Super. Bon, et Simon? Bien, moi, je suis prof au secondaire depuis une vingtaine d'années. Il y a de quoi de surréaliste d'être ici aujourd'hui parce que s'il y a quelqu'un qui a eu des difficultés en gestion de classe, c'est moi. C'est beau ton parcours. Oui, hein? donc j'ai eu le temps de m'améliorer puis je continue encore à faire des recherches là-dessus parce que ça m'intéresse beaucoup. Prof au secondaire d'univers social de français, mais je fais aussi partie d'une époque où des contrats, il y en avait moins. Donc, je suis passé par toutes sortes de matières, toutes sortes de clientèles aussi, dont des classes TSA, des classes de Code 53 psychopatho, des classes Teach du présecondaire et toutes sortes de matières au régulier aussi. Donc, c'est pour moi une passion, la gestion de classe. Ça fait vraiment bizarre de dire ça, mais j'aime lire là-dessus, j'aime m'intéresser à ça, j'aime en discuter avec mes collègues. Je suis maintenant mentor dans mon école, donc ça me donne aussi la chance de
prendre le temps de trouver des solutions avec mes collègues. Donc, c'est passé d'un problème dans ma vie à une passion. Donc, c'est beau, hein? Passion étrange, mais c'est une passion. Oh non, j'ai la même. Je peux comprendre la bébite que tu es. Je me sens comme ça aussi. Hey, merci à vous deux. Là. Si on entre davantage dans le vif du sujet, Catherine, au Centre de services scolaires du Chemin du Roi, on a décidé de travailler avec la célèbre main de la gestion de classe là, qui élabore en fait les 6 composantes de la gestion de classe. Peux-tu nous expliquer un peu en quoi consiste cette métaphore puis pourquoi elle est si pertinente? Bien sûr. Évidemment, là, cette métaphore-là est super pertinente parce que c'est facile à retenir. Ça vient, c'est la main et ça vient englober tous les détails à penser. Je tiens à mentionner que cette main-là, nous, on l'utilise beaucoup au primaire, dans nos formations au service de garde. Aussi, au niveau des aides à la classe, on vient l'adapter à la réalité. Donc, tout d'abord, au centre de la main, il y a la paume, c'est-à-dire la base de tout, vous. C'est la personne enseignante, la personne intervenante, donc on l'utilise au niveau des aides à la classe et du service de garde. Cette composante-là, elle a été ajoutée en 2022. Ça contient les profils de gestion de classe. Il en existe beaucoup, il y en a 9. Il n'y a pas un profil qui est plus parfait que l'autre, c'est plutôt d'avoir un dosage entre les différents profils. Donc, est-ce que j'ai un profil qui est plus axé au niveau de la pédagogie? Est-ce que j'ai un profil qui est plus permissif? Ou je suis plus un système social où je vais collaborer et partager mon autorité avec les élèves? C'est super important de se connaître parce que ça va nous permettre de cibler nos zones de vulnérabilité et nos forces. Il y a aussi les styles d'autorité. C'est une autre composante de la paume. Donc, est-ce que j'ai un style qui est plus autoritaire, un style qui est plus permissif ou coopératif? Un autre élément très important, c'est les attitudes. C'est notre disposition intérieure, notre état d'esprit quand on intervient, quand on fait notre gestion de classe avec les élèves. Ça peut être bénéfique comme ça peut être néfaste. Nos élèves, là, c'est des petites éponges émotionnelles. Donc, si j'ai une attitude qui est plus négative, bien, ça va m'amener à avoir des comportements qui sont négatifs. Tout à fait. Puis ça déteint le climat de classe. Exactement. Et là, ça va amener des interventions sur le négatif et ça va arriver, là, ça va faire une roue qui tourne dans le mauvais sens. Ensuite, une composante super importante, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. C'est notre croyance qu'on a entre nous de réaliser nos tâches associées à la gestion de classe. Donc, on pourrait penser que les comportements des élèves, ce qu'ils ont comme comportement, c'est ça qui influence mon sentiment d'efficacité personnelle, mais c'est plutôt le contraire. C'est comment moi je me perçois. Si je me sens pas compétent, ça peut amener des comportements chez les élèves. Puis ça, c'est un grand défi particulièrement en insertion professionnelle, de se faire confiance, puis d'avoir l'impression qu'on est bon, puis ça peut venir jouer dans notre cerveau, là. Puis c'est un work in progress, dans le sens que c'est quelque chose qui va se bonifier au fil du temps, puis qui est très variable, qui peut changer avec la classe que j'ai devant moi. Il y a plein de facteurs. Un autre facteur très important, un autre élément, c'est les compétences socio-émotionnelles. C'est de gérer nos émotions, de savoir se gérer avant de gérer les élèves. Il faut que je me connaisse, il faut que je sois capable de savoir qu'est-ce qui vient me chercher comme comportement, par exemple, pour être capable de gérer mes pensées, mes réactions et même parfois, je vous dirais, mon non-verbal. Donc, on commence par la paume, qui est vraiment la base, et ensuite, on vient commencer par le pouce, c'est-à-dire la gestion des ressources. C'est les premiers éléments auxquels je vais être confrontée dans ma gestion de classe. Ça peut être l'espace, le temps, le matériel, les ressources humaines. Ensuite, on a l'index, qui est l'établissement des règles et des attentes claires. Donc, c'est souvent le doigt qui va indiquer par où on s'en va pour s'en rappeler. Ça peut être les procédures, les routines, évidemment, nos règles. On continue avec le majeur. Pour s'en rappeler, c'est le doigt central, c'est celui qui prend le plus de place dans la main. C'est le développement des relations positives. On continue avec l'annulaire, le maintien de l'attention et de l'engagement. C'est le doigt où on peut mettre une bague quand on est engagé, donc petit truc pour s'en rappeler. Et finalement, l'auriculaire, le doigt le plus petit qui va venir compléter la main après les 4 premiers doigts et la paume. Et c'est la gestion des comportements plus difficiles. Merveilleux, merci. Alors, si on prend tous ces éléments-là, ce que je comprends finalement, c'est que les 4 premiers doigts de la main, ça va représenter toutes les interventions qui vont être préventives pour éviter que le feu arrive dans ma classe, pour éviter que ça devienne difficile. J'ai des choses que je peux faire en prévention. Puis que finalement, on va aller parler du petit doigt, qu'est-ce que je fais avec ce qui reste, donc les interventions que je vais devoir faire parce que même si je mets tout en place avec mes 4 premiers doigts, il va en avoir des interventions à faire. Donc, et ça, que les élèves soient petits ou qu'ils soient grands, il faut dire que la main de la gestion de classe, là,
on parle du préscolaire, puis on va jusqu'à la formation générale, même en formation professionnelle, c'est la même chose qu'il y ait 5 ans ou 50 ans. Donc, disons qu'on part avec notre pouce, la gestion des ressources. De quelle façon la gestion des ressources, ça peut avoir de l'influence, positive ou négative, sur notre gestion de classe? Catherine, est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr. Ça peut avoir une influence positive si on est organisé et une influence négative si on ne l'est pas. Il y a tellement de ressources à penser. Première des choses, l'espace. Comment les bureaux des élèves sont placés? Qui est placé à côté de qui? Où est-ce que mon bureau comme enseignant est au primaire, même au secondaire? Est-ce que je circule? Est-ce que je marche ma classe? Ça a l'air de pas grand-chose, mais ça change tout. En mentorat, là, on le voit, là, quand on réorganise une classe, des fois, juste ça et qu'on se met à circuler, juste ça, ça place beaucoup de choses. Puis ça va nous permettre de faire des interventions indirectes, là, évidemment, qu'on va parler un petit peu plus tard. Donc, c'est aussi de penser, si j'ai un coin calme au primaire, où est-ce que je le place stratégiquement? L'autre ressource qu'il y a à penser, le temps. Ça passe tellement vite dans une classe, comme ça peut passer vite quand ça va bien, mais très lentement quand ça va moins bien. Mais le temps, c'est important d'avoir des routines. Des routines, c'est super sécurisant. Routine de début de cours, routine de fin de cours. Souvent, on l'oublie. C'est souvent là qu'il peut y avoir des écarts de conduite qui apparaissent. Aussi, la progression de la journée, quand je suis au primaire, la progression de mon cours. Hein, c'est quoi? Il est divisé comment par étape au niveau du temps, au niveau de mon cours. Ensuite, le matériel. Donc, j'ai besoin d'être préparée. Est-ce que j'ai vraiment tout ce que j'ai besoin? Donc, par exemple, je veux que les élèves manipulent avec des petites bandelettes là, au niveau des fractions, mais est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est prêt? Parce que ça ne sera pas le temps de chercher mon matériel quand je vais demander à ce que les élèves soient à la tâche et c'est là que je risque d'avoir du comportement si jamais ce n'est pas prêt. Puis ça peut être aussi simple que d'avoir mon tableau interactif qui est fonctionnel et prêt à être utilisé en début de période. Donc, un matériel qui est un incontournable, je vous dirais. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, les ressources humaines. Donc, est-ce que je sais qui fait quoi? Au primaire, exemple, si j'ai une aide à la classe, est-ce que je sais qu'est-ce qu'elle peut faire pour qu'on puisse se compléter? Est-ce que je sais qui est le TES et comment je peux appeler de l'aide si jamais j'en ai besoin? Donc, c'est des petits éléments qui sont très importants à savoir. Aussi, ce que je trouve important de mentionner, c'est qu'il y a beaucoup de stress sensoriel dans une classe. Ça peut avoir un énorme impact sur l'apprentissage et les comportements des élèves. Donc, l'environnement qui nous entoure, il remplit notre verre de stimuli. Et ça peut accroître des réactions au niveau du comportement. Ça peut être difficile de gérer les stimuli, plus apprendre à gérer nos émotions quand on est un élève de 2e année, en plus d'apprendre des nouvelles notions. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Donc, des petits exemples de stress sensoriel à penser. Donc, de regarder dans ma classe, est-ce que j'ai beaucoup d'affiches? Est-ce qu'elles sont toutes utilisées? Parce qu'une classe qui est tapissée d'affiches, pour un élève TDAH, ça peut être... Trop. Oui, effectivement, trop. Ça peut être aussi l'éclairage qu'on utilise dans notre classe. Si on a un éclairage néon tout au long de la journée, ça peut être un stress sensoriel qui vient remplir le verre des élèves. Puis aussi, des fois, je vois des huiles essentielles en classe. Ça peut être bon, mais en même temps, ça n'a pas le même impact chez tout le monde. Donc, idéalement, on essaie de rendre ça le plus neutre possible. Donc, il y a tellement de stress sensoriel. Et j'ai été beaucoup sensibilisée. On a maintenant des ergothérapeutes qui travaillent au centre de services. Et puis, le but, dans le fond, là, avec notre classe, notre gestion des ressources, c'est d'avoir un climat qui est apaisant pour tout le monde, pour moi et pour les élèves. Puis, on voit une grande différence. T'sais, moi, quand j'étais plus jeune enseignante, j'avais beaucoup dans la tête il faut que j'aide mes élèves à dépenser leur énergie. Il faut des pauses actives, ça prend un vélo, ça prend des corridors actifs. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, hey, il faut aussi que je leur apprenne à se déposer. Quand ils reviennent de la récréation, là, il faut apprendre à canaliser son énergie puis à se déposer un petit peu. Puis dans l'école où j'avais signé, il y avait 2 enseignantes là, que j'aime énormément, avec qui je travaille encore, qui avaient justement, ils mettaient toujours un petit piano, de la musique de spa quand les élèves rentraient. Puis je me suis mis, moi, ça m'agressait moi-même, les néons. Je me suis mis à acheter des petits éclairages d'appoint. Et puis là,
quand on rentre dans ma classe, là, que ce soit le matin, au retour des récrés, au retour du dîner, on a un moment d'apaisement. Alors, ça aide vraiment, ça pèse sur reset, on dirait, pour les enfants. Puis après ça, ils sont beaucoup plus disponibles pour nous écouter. C'est un 5 minutes qui est tellement bien investi. Puis comme enseignant, des fois, on a peur de perdre du temps, mais c'est du temps de gagner. Parce que si je fais de la discipline pendant toute ma période après, parce que mes élèves sont pas disponibles et surstimulés, je ne serai pas gagnant. Simon, au secondaire, as-tu des exemples? Bien, je pense qu'il faut se préparer à l'avance. Catherine a parlé d'organisation. Et puis, c'est vraiment important. Surtout qu'au secondaire, parfois, on signe des contrats où il y a des matières scolaires qui ne sont pas celles dans lesquelles on a étudié. Oui. Donc, il faut se débrouiller. Il faut être quand même confiant de ce qu'on fait. On peut avoir le syndrome d'imposteur parce qu'on se dit « je ne suis pas un prof de sciences » ou autre, mais il faut qu'il y ait une préparation minimale à défricher les programmes, si on veut, à ouvrir notre matériel. Oui. J'encourage beaucoup les profs à faire eux-mêmes les exercices qu'ils vont faire aux élèves ensuite. Donc, pour avoir une idée du temps que ça va prendre, pour avoir une idée des questionnements que les élèves vont avoir, déjà identifier quelles sont les questions les plus difficiles, par exemple. Donc, ça fait qu'on est plus confiant quand on répond aux questionnements aussi. Évidemment, il faut avoir des plans B, des plans C, parce que des fois, en début de carrière, on pense qu'un travail va prendre 30 minutes, mais finalement, après 10 minutes, c'est terminé pour tout le monde. Vice-versa, on pense passer à travers un cours, puis finalement, ça va en prendre 3 pour faire le même travail. Il n'y a pas un groupe de pareil non plus, donc il faut être sensible à ça aussi. Et il n'y a pas un élève de pareil, il n'y a pas un groupe de pareil, donc si on enseigne 5 groupes de la même matière, il faut avoir des plans B et C pour chacun d'eux. Donc, il faut être vraiment prêt à l'avance, penser à notre matériel aussi. Je reviens à la réalité du secondaire. Des fois, on enseigne dans 8 locaux différents. Donc, il ne faut pas laisser notre matériel dans le local B parce qu'on s'en va la période après dans le local F. Chose que je ferais à tous les jours, c'est sûr. Exactement. Toi, Pascal, oui. Pas y aller avec le nombre de photocopies exact non plus parce que des fois, on accueille des nouveaux élèves. Il peut y avoir un élève qui déchire notre matériel aussi. Donc, il faut penser toujours à un peu plus à tout ce qui peut se passer. Puis, à travers les exercices aussi, je pense qu'il faut penser aux transitions. Donc, comme Catherine parlait, les fins de période, des fois, sont plus fragiles. Mais même entre 2 activités aussi, il faut occuper le jeune. Il ne faut pas qu'il soit trop laissé à lui-même pour qu'il commence à discuter ou à chercher à s'amuser. Donc, il y a une façon, des fois, de donner des conseils, des consignes pendant la transition pour capter leur attention. Pour pas qu'il ait le temps de faire autre chose. Exact. Donc, vraiment penser à notre planification à long terme, ce qui n'est pas facile quand on commence, mais au moins que la période soit prête avec une vision peut-être pour une semaine ou 2 pour savoir où on s'en va avec ça. Tout à fait. Puis pour les autres secteurs, tu sais, je pense à la formation professionnelle, particulièrement parce qu'ils ont énormément de matériel à gérer. C'est de la formation pratique. En mécanique, il faut s'assurer que le matériel soit prêt pour tout le monde, que aussi l'enseignant, dès que les élèves arrivent, soit prêt pour faire sa démonstration. Ils font régulièrement des démonstrations en début de cours. Fait être prêt, je pense que c'est la clé là, pour la gestion des ressources. On parle ensuite de l'index qui montre la direction à prendre, l'établissement des attentes. On tient très souvent pour acquis que nos élèves qu'ils savent comment se comporter, qu'ils savent qu'ils devraient chuchoter, qu'ils savent qu'ils devraient être en silence, qu'ils savent c'est quoi le respect dans toutes ses formes. Puis nos attentes sont particulièrement élevées quand on est avec des plus grands élèves, comme au secondaire, comme aux adultes. Quand on enseigne au primaire, on attend beaucoup aussi nos grands du 3e cycle. Mais c'est faux. Souvent, ils ne savent pas. Comme enseignant, quand un élève a des défis en maths, en français, bien, on l'aide, on réenseigne, on le garde en récupération, on le fait pratiquer. Mais il faut faire la même chose quand nos élèves ont des défis au niveau du comportement. Il faut enseigner les comportements qu'on attend d'eux. D'où l'idée, par exemple, d'enseigner de façon explicite, le même enseignement explicite qu'on a tous appris à l'université, là, qui a été popularisé par Steve Bissonnette au Québec. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, Catherine, de l'index puis de l'enseignement de nos règles de classe? De quelle façon on devrait faire ça? Bien sûr. Dans le fond, là, l'index, ça contient, entre autres, les règles de classe, les attentes, les procédures. Là, les règles de classe doivent avoir certains critères pour être efficaces. Premièrement, là, ça doit être des comportements qui sont observables, qui sont mesurables, formulés à la positive, et il ne doit pas en avoir un nombre trop gros. Hein? Il doit avoir un maximum de 5. Et pas faire face à l'interprétation de la part des élèves qui peuvent être parfois imaginatifs dans une classe. Elles doivent être le plus claires possible.
Aussi, là, les règles de classe, on devrait les afficher à un endroit qui est stratégique où on peut faire des rappels, des fois visuels, avec les élèves. C'est un peu le code de conduite de la classe. Souvent, quand je suis en atelier avec François, je pose la question aux enseignants, est-ce que vous pouvez me nommer vos règles de classe? Si vous avez de la difficulté à les nommer, ça va être difficile pour vous de savoir quoi superviser comme attente au niveau du comportement, puis les élèves ne vont pas savoir qu'est-ce qui est attendu d'eux. Aussi, là, moi, ce que je suggère beaucoup, c'est de décortiquer votre période, votre cours, votre journée selon les attentes que vous avez au niveau du comportement. C'est quoi que vous souhaitez voir apparaître comme comportement? Puis, de le nommer avant, de le montrer comment faire. Même, ça peut être un déplacement au primaire, de dire là, on va marcher en silence ou on va chuchoter, mais montrer comment je chuchote aux élèves et pas juste de le dire, de le superviser, de donner des rétroactions aux élèves, c'est super important. On peut aussi reproduire ça en classe. Donc, les élèves, au niveau du travail d'équipe, comment on travaille en équipe, il faut vraiment dire c'est quoi nos attentes puis le modéliser. Aussi, on a parlé un petit peu les routines de début de cours, de fin de cours. Puis tu parlais, Simon, entre les tâches super importantes, les transitions. Puis moi, j'ai le goût de dire une attente et un comportement qui est très important de modéliser, c'est comment on demande l'obtention du silence dans notre classe. Il y a des enseignants qui font certains signes. Il y en a que c'est toujours en baissant les lumières, mais d'en avoir une façon de fonctionner qui est claire, qui est comprise de la part des élèves, parce que l'obtention du silence, on a besoin de l'avoir à plusieurs moments dans la période. Puis, juste vous dire, les routines, là, c'est vraiment quelque chose qui est super important parce que ça permet de créer un climat qui est ordonné, qui est prévisible chez les élèves, puis ça permet d'apaiser tout le monde. C'est sécurisant. Exactement. Puis, je vais ajouter aussi que quand on parle d'enseignement des règles, on fait ça au début de l'année, évidemment. Mais on doit le répéter à plusieurs reprises dans l'année, après les congés scolaires particulièrement, et à chaque fois qu'on considère qu'il y a plus que 25 de nos élèves qui ne respectent plus les règles de classe. Tu sais, dans une classe de 24, là, si mon calcul est bon, là, à partir du moment où tu en as 6 que tu dis « Ah, c'est difficile », bien là, il faut réenseigner, puis il faut refaire ça. De faire ça, ça facilite déjà une bonne partie du travail, mais c'est pas tout. Ensuite, à chaque consigne, on doit annoncer ce qu'on veut voir de nos élèves pendant le travail. Puis, il y a un élément que j'ai lu dans un livre que je recommande vraiment qui s'appelle « Pratiques gagnantes et pédagogie 3.0 » de Stéphane Côté. Je répète à tous mes mentorés tout le temps que quand tu annonces une consigne, il faut que tu passes les 3 minutes suivantes à la faire appliquer. Je vois très souvent des enseignantes pleines de bonne volonté. Ils nomment leurs attentes, les élèves se mettent en travail et tout de suite, ils s'en vont vers le sous-groupe d'élèves en difficulté ou encore ils vont aller s'asseoir avec un élève, mais là, ils sont pris là. Puis là, il y en a qui se désorganisent, il y en a qui ne se mettent pas à la tâche. Alors, la bonne façon de faire, c'est 3 minutes d'investissement. Je nomme mes attentes, je dis à mes 3 élèves, bon, bien, va m'attendre à la table haute. Dans mon cas, c'est là que je fais mon enseignement sous-groupe. Puis là, je vais placer mes élèves, je vais circuler pendant 3 minutes. Puis quand tout le monde est à la tâche, quand tout le monde fait ce que je veux qu'il fasse, bien là, je m'en vais en sous-groupe. Puis ça se peut qu'il y ait des journées qu'après 3 minutes, ça ne soit pas suffisant, puis il faut que tu aies la flexibilité de dire, bien, c'est peut-être pas aujourd'hui que je vais le faire mon sous-groupe finalement. Tu ne peux pas te retirer là, si tes élèves ne sont pas assidus au travail à ce moment-là. Au secondaire, Simon? Quand on arrive dans un milieu, je pense que ça vaut la peine de s'informer du code de vie de l'établissement. Évidemment. On s'entend, la plupart des règles sont universelles et c'est évident, mais il y a des fois des petites particularités selon les milieux et il faut les appliquer. Donc, ça prend le temps de prendre le temps de lire ça, c'est vraiment une bonne idée. Et de respecter ce code de vie-là de l'établissement parce qu'on a des voisins, des professeurs qui sont dans d'autres locaux aussi. Donc, on fait partie d'une équipe. Il faut se tenir en tant qu'équipe aussi dans l'application des règles de l'école. Puis ensuite, bien, le mot-clé, ça serait la cohérence. Donc, si on impose des règles, si on explique des règles, il faut les appliquer nous-mêmes. Il n'y a rien de pire que faire une fausse menace à un élève en disant, là, la prochaine fois, je vais me choquer, la prochaine fois, je vais me choquer, la prochaine fois, je vais me choquer. Ou si tu reparles, tu vas quitter le local, puis on n'agit pas. C'est pas très long que l'adolescent va nous catégoriser rapidement dans une boîte. OK, ce prof-là est strict, ce prof-là est plus mou, donc est grand parleur, petit faiseur. Donc, il faut l'appliquer aussi. Puis, je dirais que beaucoup d'enseignants veulent tellement se faire aimer par les élèves qu'en début d'année, des fois, ils n'osent pas
vouloir appliquer certaines règles en se disant, oui, mais je dois avoir un bon lien avant. Mais appliquer une règle, ça ne veut pas dire que ça coupe un lien non plus. Tout à fait. S'il y a de quoi, même le jeune va te respecter plus parce qu'il voit que tu respectes ce que tu dis, il voit que tu as une parole aussi. Et c'est dans la façon de le faire. Si on le fait avec bienveillance, si on fait en expliquant, si on fait... C'est tout autre que si on joue à la police puis qu'on prend nos airs d'autorité très forts. Là. Exact. Et autant qu'on disait que la routine peut être rassurante pour le jeune, bien, si l'enfant voit que tu respectes ton code de vie, ça peut être aussi une structure qui rassure le jeune. Il se sent en confiance dans la classe parce qu'il y a des limites claires qui ont été établies. Absolument. Et j'ai envie de dire, dès le premier cours, il faut agir aussi. Parce que moi, j'ai l'impression que dans mon expérience, le premier cours de l'année a donné le ton pour l'année au complet. Et quand on a plusieurs groupes, le premier cours, si on est plus fatigué, on répond moins rapidement. Ça a de l'air intense, mais moi, le premier élève qui va parler sans lever la main dans ma classe, je le reprends tout de suite en répétant la règle, en lui demandant est-ce que tu comprends que ça va être comme ça toute l'année. Le message est passé encore à nouveau. Exact. Et dès le début, le jeune peut se dire, OK, lui, c'est important de respecter le silence. Donc, je pense que le premier cours est vraiment important, tandis que l'erreur qu'on fait souvent, des fois, c'est de vouloir les accueillir dans l'amour. Et on peut être bienveillant tout en ayant des règles strictes aussi. Donc, il faut faire attention. Il faut que nos règles soient précises. Plus ils sont jeunes, il faut que ce soit précis aussi, mais il faut les appliquer toute l'année. C'est tout un équilibre. Merci du partage. Maintenant, passons au majeur. Comment dire, le majeur, c'est un doigt qui est fort, c'est un pilier dans la gestion de classe, là. C'est le doigt qui représente le développement, en fait, des relations positives. Puis c'est le lien avec nos élèves, en fait, là, qu'on va développer. Catherine, peux-tu nous en parler un petit peu? Effectivement. Donc, tu l'as dit, François, là, ça contient plusieurs éléments, entre autres les relations entre l'élève et l'enseignant. Il y a aussi la relation qu'on a avec les parents, les élèves entre eux et les relations qu'on a entre collègues. Juste, tu l'as mentionné, là, c'est vraiment un pilier, c'est central, c'est majeur, mais le lien qu'on a avec nos élèves, ça vient tout teinter. C'est ça qui va nous permettre de mettre en place une gestion de classe qui est efficace, qui est solide, puis qui va aider beaucoup la mise en application. Quand j'étais dans mon milieu, là, dans lequel j'ai été près de 10 ans, je rappelais toujours à mes collègues enseignants, moi, c'est pas avec moi que je veux que les élèves aient le lien. Oui, moi, je vais être là pour l'aider quand il va y avoir des débordements. Mais comme moi, psychoéducatrice. Exactement, mais moi, c'est avec l'enseignant que je veux qu'il y ait le lien. Tu sais, les enfants, là, je vais parler pour le primaire, là, mais souvent, sont parfois plus avec leur enseignant au niveau du nombre d'heures dans la journée qu'avec leurs propres parents. Donc, le lien, c'est super important. Puis c'est d'avoir un lien significatif puis de se poser les questions sur comment j'entre en contact avec les élèves, comment je crée mon lien, est-ce que je souris? Sérieusement, juste le sourire, des fois, là, ça vient tout changer parce que l'élève, pour X raison à la maison, bien, il n'y en a pas de sourire de ses parents. Donc, est-ce que je fais un accueil personnalisé? Est-ce que je m'informe de l'intérêt de mes élèves? Je me rappelle moi-même, mon enseignant de 6e année, ça fait un petit bout, s'informait beaucoup de l'intérêt des jeunes garçons dans la classe. Puis à chaque fois qu'il y avait une partie des Canadiens de Montréal, le lendemain, il arrivait avec le chandail des Canadiens de Montréal quand il avait gagné. Puis là, les filles avaient droit à des petits chocolats. C'est des petites choses, mais ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence. Puis je m'en rappelle encore, alors que ça fait quand même plusieurs années. Je pense qu'on tourne notre 6e épisode. Je pense qu'il n'y a pas une fois qu'on n'a pas parlé de lien avec les élèves. C'est central. Exactement. Puis, tu sais, on parle de comportement. On va en parler un petit peu plus tard quand on va dire, tu sais, qu'est-ce que je fais quand les comportements apparaissent, mais est-ce que je renforce les bons comportements? Parce que aussi, quand je parlais tantôt de l'attitude, si je vois des comportements positifs, ça va aussi me placer dans la posture d'intervenir sur les comportements positifs également. Tout à fait. Puis de ton côté, Simon, au secondaire, est-ce que c'est un peu le même principe? Ces gestes-là, est-ce que ça favorise le lien? Puis de quelle façon, en fait, ça joue sur la gestion de classe? C'est clair que ça a un impact. Puis d'ailleurs, quand je croise des anciens élèves, on me parle beaucoup du fait que j'étais positif, que je m'amusais en travaillant tout en gardant le contrôle aussi. Ils ne te parlent pas des cours. C'est non, rare qu'ils te parlent de la pédagogie. Les enfants, quand ils nous revoient, mais les enfants, les élèves, les adultes, quand ils nous revoient, ils nous parlent de comment tu étais comme être humain. Malheureusement, parfois, parce que j'ai parfois même des élèves actuels qui me disent « J'aime pas tant la matière, mais vous, je vous aime. » Donc, c'est un sur deux de gagner partiellement quand même. Réussi. Mais oui, l'attitude, il fait pour beaucoup. Puis, dès l'accueil, donc j'aime bien
positionné dans l'ouverture de la classe, dans la porte pour accueillir mes jeunes. C'est sûr, des fois, un paquet de 33 qui rentrent en même temps, on ne peut pas dire bonjour à tout le monde, mais j'essaie d'être le plus souriant, de donner le plus de commentaires possible en entrant, peut-être 1 sur 3 en lui disant « C'est beau ce que tu portes aujourd'hui, comment ça va aujourd'hui? Ah, tu as de l'air fatigué. » D'essayer d'avoir le plus de petits commentaires à l'entrée du cours, parce que c'est comme si j'installe déjà un lien et même à court terme, c'est comme si l'élève sait que j'existe à ses yeux aussi. Il n'est pas seulement un parmi 33. Donc ça, c'est vraiment payant pour le reste de ma période ensuite. Puis pendant la période, justement, je demande à mes élèves un certain professionnalisme aussi et des fois laisser leurs soucis de côté. Donc, c'est évident qu'en tant qu'enseignant, si j'ai un conflit à la maison ou une préoccupation autre, ça ne doit pas paraître dans ma façon d'enseigner. Donc, j'essaie d'être monsieur positif, d'être dynamique aussi, peu importe la fatigue que je pourrais avoir. Donc, il y a un petit côté un peu d'apparence là-dedans, mais c'est pour amener mes élèves où je veux les amener. Puis les commentaires positifs, bien, je pense qu'on n'en donne jamais trop. Plus les années passent, plus j'en donne. Puis justement, les élèves qui ont certaines difficultés, je vais aller voir le point fort. Et félicitations, aujourd'hui, tu as fait ce geste-là que tu n'avais pas fait hier. Donc, jamais trop positif, selon moi. Tout ça, c'est vrai avec tout le monde, mais particulièrement avec nos élèves à défi. Il faut faut mettre de la gomme là, sur notre relation. Puis ça, exact. J'ai remarqué ton effort que tu as fait aujourd'hui. Exact. Donc, ça, c'est gratifiant pour le jeune. On le met de notre côté, puis on va pouvoir avancer avec lui. Puis il a envie d'en faire d'autres. Oui. Et là, tu es en train de te positionner comme un adulte crédible, comme un adulte aimant, bienveillant, qui a envie de donner tous les élèves, tout le monde a besoin de ça, de se sentir unique, de sentir qu'on compte pour les yeux de notre enseignant. J'ai envie de dire que ça se travaille aussi, parce que j'ai des fois des collègues masculins qui se disent « Ah, j'ai pas d'enfant » ou c'est plus une attitude maternelle, mais non, ça se travaille aussi, puis on peut être bienveillant et aimant, même si on est un homme. Tout à fait. Puis d'où l'importance aussi d'aller rattraper notre lien quand il se passe quelque chose avec un élève, qu'on est obligé de faire une sortie de classe, mais c'est important après ça de faire un beau retour, un retour dans le « tu comprends pourquoi j'ai fait ça, j'étais inquiète pour toi, j'étais inquiète pour les autres élèves » et de rattraper dans la minute où il rentre dans ma classe ensuite, je vais aller faire un commentaire positif à ce moment-là, je vais aller lui faire une blague, une main sur l'épaule, mais je viens réparer ce qui a pu être un peu fragilisé. Il y a une étude qui est sortie de Marzano en 2003, elle date, mais elle est encore vraiment, vraiment d'actualité, qui dit que, ça, on s'en doutait, mais que la qualité des relations maître-élève, c'est l'élément le plus important en gestion de classe, mais surtout que les enseignants qui cultivent des bonnes relations avec leurs élèves ont 31% moins de problèmes disciplinaires, de violation des règles dans la classe et de problèmes qui y sont associés au cours d'une année scolaire. C'est énorme. Là. Si demain matin, je disais à tous les enseignants, tu as un comportement sur 3 qui n'apparaît plus, ça vaut la peine d'investir. Là. Puis je rajouterais peut-être, Pascal, on parle de la relation avec les enseignants qui est vraiment super important et primordial, mais les élèves entre eux, ils apprennent à vivre ensemble même quand ils sont secondaires. Hein? Il y a des dynamiques parfois particulières. C'est super important que les élèves aient un climat positif entre eux. Puis des fois, en faisant des petites actions pour les amener à coopérer ensemble ou en allant voir les services complémentaires puis en regardant, on pourrait-tu faire un petit atelier pour essayer de trouver les forces de chacun. Puis les conseils de coopération aussi pour apprendre à régler nos choses. Exactement. Fait que ça vient vraiment, je trouve, aider le climat de classe. Puis les relations avec les parents, je pense qu'il ne faut pas les oublier. Pour les élèves à défi, ce que je remarque, c'est que souvent, on appelle quand ça va pas bien. Des fois, là, justement, quand il y a un petit effort de l'élève à défi, on peut-tu contacter le parent? Ça permet d'amener une meilleure collaboration en tant que telle. Puis aussi, les relations avec nos collègues. On est des modèles. Tu en as parlé, Simon, tantôt. Les enfants et les ados reproduisent ce qu'ils voient des adultes. Mais c'est important de s'adresser entre nous de façon quand même positive et bienveillante. Donc, d'être un exemple de bonne relation entre adultes là, avec qui on côtoie les enfants, c'est super important. Je voulais ajouter aussi, autant qu'on a parlé tout à l'heure que dès le premier cours, il faut avoir nos règles claires, mais je pense que c'est important des fois de tisser le lien dès le départ. Moi, j'ai envie de dire que le premier cours de l'année, oubliez votre matière scolaire. Donc, il faut établir un beau climat de classe, il faut déjà s'intéresser à eux. Ça peut être le cours, justement, où on parle des 5 règles une à une, mais de créer une activité pour avoir un contact avec les jeunes. Les jeunes aiment qu'on s'intéresse à eux. Ils aiment parler d'eux. Donc, ça peut être de créer une espèce de questionnaire où on apprend à connaître leur goût.
même si en réalité, j'ai peut-être pas besoin de savoir c'est quoi leur film préféré, c'est quoi leur passion, s'ils préfèrent les chevaux ou les chats, mais ils auront été heureux de parler d'eux-mêmes, de d'écrire sur eux-mêmes. Ils vont avoir l'impression que je m'intéresse à eux et ça peut être aussi des informations que je vais réutiliser plus tard dans l'année si je sens que je perds un peu l'intérêt d'un jeune, d'essayer d'avoir une entrée pour avoir une discussion avec lui. Donc, de créer une activité où, pour établir un contact où on parle de nous-mêmes aussi, parce qu'ils sont curieux aussi. Là. Donc, ils nous jugent à l'avance, mais ils veulent aussi apprendre à nous connaître. C'est une bonne façon de créer un lien, d'avoir l'impression qu'ils nous connaissent comme êtres humains, comme parents, des fois, comme humains qui ont d'autres intérêts que l'école. Hein? Exactement. Si tu fais de l'escalade, tu peux parler de l'escalade, tu peux parler de... Oui, puis il faut se respecter là-dedans parce qu'il y a des enseignants qui ne sont pas à l'aise de dire qu'ils ont des enfants ou qu'ils ont une conjointe, un conjoint ou autre. Donc, chacun a nos limites à l'intérieur de ça, mais d'autres vont aller avec les passions, par exemple. Puis ils voient qu'on n'est pas seulement un enseignant. Exactement. Oui, puis tu as raison. Souvent, comme prof, on a l'impression qu'on perd du temps à faire ça, mais quand les bases sont solides, au contraire, on va gagner du temps parce qu'après ça, on va pouvoir enseigner puis ça va être plaisant. Donc, merci. Maintenant, on va parler de l'annulaire. Le doigt qui représente l'attention et l'engagement des élèves par rapport aux apprentissages. Catherine, en quoi ça peut jouer sur notre gestion de classe, ça? Puis quelles seraient, selon toi, les pratiques gagnantes à mettre en place? Premièrement, avoir nos élèves occupés. Oui. Bien occupés, parce qu'on peut être occupé à faire des niaiseries aussi. S'adapter à la disponibilité des élèves, c'est très changeant. La disponibilité des élèves, ça peut changer au fil d'une période, ça peut changer au fil de la journée. Moi, je les appelle des petits baromètres, des fois. Les élèves, ils réagissent à la température. Si ça fait 3 jours qu'il pleut, puis qu'il y a peu de récréation extérieure, ça se pourrait qu'on va avoir besoin de faire une petite pause active pour se remettre dans le bain. De regarder aussi notre disponibilité à nous aussi. Si moi, je suis fatiguée en fin de journée, là, mon verre sensoriel à moi-même est plein, pour plein de raisons, bien, c'est important d'adapter le contenu que j'avais prévu. Ça, des fois, on ne se le permet pas. On se sent coupable, mais on compte, nous aussi. Puis l'enfant va le sentir, ou en tout cas, l'adulte va le sentir, cet élève-là, qu'on n'est pas dans notre état normal puis qu'on n'est plus capable de fournir l'énergie. Là. Exactement. Donc, c'est important, justement, puis ça va amener le rythme soutenu, puis ça va faire en sorte que je vais être capable d'aller superviser concrètement ce que je vais avoir demandé aux élèves si moi, je suis disponible. Donc, m'adapter à ma disponibilité à moi. C'est super important. Puis Simon en a parlé un petit peu tantôt au niveau de la gestion du temps, mais de ne pas avoir de temps mort, de prévoir un plan B, C, D, E, Z, là, de varier aussi l'enseignement. De ne pas toujours être en enseignement qui est comme plus de type magistral, d'impliquer les élèves, les mettre à l'action. Ils aiment ça, être mis à l'action, les élèves. Puis ça peut être, comme on en a parlé, d'adapter à leurs intérêts. Ça peut être aussi très, très bien. Ça fait en sorte qu'ils vont plus se mettre à l'action. Puis avoir de moins de transitions possibles. J'ai goût de dire physiquement. Les transitions entre 2 tâches, oui, mais physiquement, des fois, ce que je remarque, c'est que, bon, on va chercher la boîte à lunch, après ça, on revient, puis après ça, on va reporter les déchets dans la poubelle. On peut circuler avec la poubelle parce que là, ça peut aussi amener une désorganisation si les élèves se promènent, si mes règles n'étaient pas claires. Donc, ça peut être des petits exemples concrets. J'aimerais ajouter aussi, tu disais, il faut varier les façons d'enseigner, mais à l'intérieur d'un même cours de 75 ou 60 minutes, il faut varier nos façons d'enseigner. Il y a vraiment, on est gagnant à fragmenter nos cours, une portion plus magistrale, une portion de lecture, une portion en action. Donc, l'élève a besoin d'être engagé dans son enseignement, il a besoin d'être en action à certains moments. Donc, il faut vraiment... Moi, j'aime voir un cours de 75 minutes comme 5 fois 15 minutes. Donc, il faut penser à la façon dont on va travailler en équipe, seul ou autre. Donc, ça peut vraiment faire des cours qui sont plus faciles à gérer ensuite. C'est intéressant que tu le nommes pour le secondaire parce que c'est quelque chose que je recommande souvent aux mentorés du primaire, mais de voir que c'est toujours le cas chez les grands aussi. Et on l'entend encore, puis certains profs d'expérience vont dire, on commence un chapitre, je vais pendant 75 minutes donner la matière, puis pendant 6 cours, ensuite, on va faire des exercices. C'est beaucoup trop long. Donc, ça y va pas parce qu'on... Surtout nos jeunes d'aujourd'hui, ils ont une capacité d'écoute qui est quand même limitée aussi. Oui, donc, nous l'avons nous-mêmes avec nos téléphones et tout ça, mais eux l'ont encore plus. Donc, pour être certain de les avoir avec nous, il faut vraiment fragmenter nos périodes. Tout à fait. Il faut offrir des tâches stimulantes. Au primaire, c'est pas rare qu'on voit des élèves se désorganiser en écriture parce que l'écriture, c'est très surchargeant. Les élèves se font peu confiance. Puis quand on a un élève qui a autant des défis au niveau du comportement qu'en écriture, souvent, les comportements ressortent. Fait que d'offrir d'écrire régulièrement, mais de
différentes façons. Avec un partenaire d'écriture à 2, c'est moins confrontant. D'utiliser des Chromebooks pour faire une présentation sur Canva, par exemple, pour l'écriture, ça ne nous demande pas grand-chose de plus. Ou d'offrir 2, 3 thèmes pour s'assurer que l'élève, il va vers quelque chose qui l'engage plus. On peut vraiment prévenir des comportements comme ça. Là, ça fait une bonne différence. Très pertinent. Merci de votre partage. J'aurais quelques petits éléments à ajouter à ce niveau-là. En fait, dans une salle de classe, là, capter l'attention, c'est pas nécessairement imposer le silence tout le temps. C'est important quand même qu'on se le dise. Le silence, c'est apaisant, puis ça fait du bien aux profs, là. Mais c'est pas parce qu'on a le silence qu'on a toujours nécessairement l'attention des élèves. Non. Parfois, il vaut mieux gérer une classe qui est un petit peu mouvementée avec des discussions, mais qui est participative, qu'une classe qui est calme en apparence, mais qui est peu engagée. L'attention, comme Catherine elle disait un peu plus tôt, on va surtout la capter en donnant du sens à ce que les élèves apprennent. Le sens, en fait, c'est un moteur puissant de l'attention puis de l'engagement. J'ai ciblé 4 points en lien avec le fait de donner du sens. Premièrement, je pense qu'en rendant l'apprentissage concret puis qui est connecté sur la réalité des élèves, ça, c'est très gagnant. Deuxièmement, ça aussi, Catherine en a parlé un peu plus tôt, là, en reliant les savoirs aux intérêts des élèves, à leur passion puis à leur expérience. Donc, troisièmement, ça, c'est un point super important que je vais nommer, en valorisant ce que l'élève apporte à la tâche. C'est super important de reconnaître ce qu'ils ont accompli les élèves. C'est important aussi de leur dire que malgré que c'est une tâche difficile parfois, bien, avec des efforts, on peut réussir. Puis un dernier petit point à ce niveau-là, c'est important aussi de donner une intention claire à la tâche. Pas juste faire un exercice ou faire quelque chose pour le faire, mais expliquer pourquoi on le fait en fait. Puis l'engagement, ça se gagne, ça se fait doucement. C'est des petits pas à la fois, des petits gestes. Je vais vous en nommer quelques petits gestes, par exemple, qu'on peut faire. Simon t'en parlait un peu plus tôt. Des regards, un accueil chaleureux à la porte. Moi, comme prof, je faisais souvent des codes gestuels avec mes élèves. Je passais dans le corridor. Et là, ça, quand ils arrivent dans le cours par la suite, il a le goût de s'engager pour toi. Donc, puis on le répète encore une fois, là, une tâche qui a du sens et qui est adaptée à leur niveau, ça aussi, c'est gagnant. Je suis d'accord que l'élève doit trouver un sens à l'activité pour bien embarquer dans l'activité. Moi, j'ai remarqué aussi que le vocabulaire qu'on va utiliser quand on présente l'activité a beaucoup d'impact. Donc, plus ils sont jeunes, plus c'est facile de présenter l'activité comme un défi ou comme un jeu. Donc, au lieu de dire que c'est difficile. Non, et jamais. Donc, de le présenter comme un défi qu'on va réussir à passer à travers. Mais même la présentation d'un documentaire, moi, j'ai du premier cycle ou du secondaire. Je ne dis pas qu'on va écouter un documentaire, on va écouter un film. Donc, ça, c'est plus associé à un plaisir, à un divertissement. Au lieu de dire on va faire la fiche 4.6 aujourd'hui, la page 87, bien, ce sera le défi de l'Empire romain. Exactement, oui. Et ou d'inventer, je vous mets au défi, je pense que vous n'êtes pas capable de le faire en 13 minutes. Donc, d'inventer quelque chose comme ça. Donc, une compétition avec un autre groupe ou autre. Donc, le choix des mots quand on présente un travail est vraiment gagnant. Surtout des fois quand on s'entend qu'il y a des travaux qu'on doit faire qui même nous plaisent pas tant, mais il faut passer à travers quand même. Puis on parle beaucoup de primaire. Là, moi, je parle du premier cycle du secondaire, mais avec des plus vieux qui sont parfois démotivés ou qui ont plus hâte de quitter l'école. Ça peut être aussi de parler de l'après-secondaire aussi. Donc, ce travail-là va vous être pertinent pour votre métier plus tard ou ça va vous être utile au cégep. On va faire tel exercice dans le but de passer telle évaluation qui a un lien avec le diplôme, d'aller chercher la motivation d'une autre façon parce qu'ils sont un peu plus vieux, moins enfants. Oui, puis j'ajouterais aussi, tantôt, on parlait du majeur. Je trouve qu'il y a un lien direct à faire entre le majeur et l'annulaire. Dans le fond, plus notre lien est fort, plus l'engagement de nos élèves, là, il risque d'être élevé. Le fait de développer des relations positives avec eux, là, c'est sûr que ça amène l'engagement. Puis c'est le lien de confiance. C'est ce lien de confiance-là qu'on va aller chercher puis qui est au service de l'engagement. C'est peut-être invisible parfois, le lien, là, puis c'est fragile, mais c'est vraiment puissant. Donc, je terminerai avec ça, là. Le lien va faire en sorte que notre élève va avoir peut-être le goût de s'engager un petit peu plus dans la classe, puis ça va être à son service à lui au bout de la ligne, là. Exactement. Tout à fait. Donc, on a parlé de nos 4 doigts préventifs. On arrive à l'auriculaire, la gestion des comportements difficiles. Catherine, j'aimerais ça que tu nous parles de l'auriculaire, parce que après avoir tout mis en place, il va s'en passer des choses dans notre classe quand même. Il va falloir intervenir. Comment le fait-on correctement? Et parler aussi peut-être des types d'écarts de conduite des élèves, parce que c'est important de les identifier. Nos interventions, ils doivent être différentes selon le type d'écart et aussi graduées en fonction de la gravité puis de la répétition des gestes. Dans le fond, là, il y a 2
types d'écarts de conduite. On parle d'écarts de conduite mineurs et majeurs. Mineurs, là, ça n'empêche pas le bon fonctionnement de la classe. On est capable d'enseigner quand même. C'est souvent un manque d'attention, d'engagement de certains élèves. Donc, par exemple, ça pourrait être un élève qui parle avec son voisin. Il y a aussi les écarts de conduite qui sont majeurs. Ça, c'est des manquements aux attentes qu'on va avoir évidemment préalablement enseignés, mais ça fait en sorte que l'enseignement puis l'apprentissage des élèves, là, il est impacté. Ça peut être aussi un écart de conduite mineur qui s'intensifie malgré mes interventions ou un comportement qui est carrément illégal, dangereux ou illicite. Tu sais, tu parlais du code de vie de l'école, d'où l'importance de le connaître préalablement. Donc, dans le fond, quand on a un écart de conduite mineur, on devrait toujours, et majeur, on devrait toujours faire des interventions qu'on dit graduées. C'est souvent oublié, puis ça donne un jeu dans notre intervention. Les interventions indirectes, les interventions où on ne parle pas. C'est mes interventions préférées. Moi Parce aussi. qu'on n'est pas dans le négatif avec les élèves. Ils nous entendent pas. Tu sais, des fois, j'ai des mentorés qui me disent « J'ai passé la journée à chialer. » Oui, mais peut-être que si tu avais fait une intervention sur 2 avec tes yeux, avec ta bouche, en te déplaçant, tu n'aurais pas passé la journée à chialer. Tu sais. Fait que c'est vraiment des interventions qu'on peut oublier, minimiser, mais à mon avis, c'est les plus importantes. Le nombre de journées que j'ai terminées, plus de voix à la fin de la journée parce que je m'étais trop époumoné. Exact. Puis, dans ma tête, je pensais que plus j'allais élever le ton, plus il y aurait une gradation dans mes interventions, ça aurait plus d'impact. Tandis que le regard, il fait beaucoup. Puis même, des fois, même un peu comment je pourrais dire, le fait d'être sûr de soi, là, un petit... Dans le ton. Donc, un petit coup comme ça, donc avec les yeux qui parlent, on sauve la salive, on sauve les cordes vocales aussi. Et on sauve notre climat. Oui. Exactement. Puis, tu sais, t'en parles, Pascal, là, mais des fois, ce que je remarque, c'est qu'on ne fait pas les interventions qu'on ne parle pas. On embarque directement dans les interventions directes où on parle. Puis, on vient brûler comme 4-5 interventions qu'on aurait pu faire, justement, comme moins intrusives. Donc, tu sais, la première chose qu'on devrait faire, tout simplement, si on marche notre classe au niveau de l'espace, qu'on a parlé préalablement, c'est juste de s'approcher de l'élève. Tu sais, qui sente, qui est comme supervisé par rapport aux attentes qu'on va enseigner. Déjà, ça fonctionne. Des fois, effectivement, ça fonctionne bien. Ensuite, ça peut être le toucher. Toujours, évidemment, il y a des élèves que c'est à proscrire, de s'informer de ça, mais le toucher, puis des fois, ça peut être juste de toucher le bureau, de toucher, tu sais, près de la chaise. Donc, pas besoin nécessairement de toucher l'élève. On t'a parlé de signal non-verbal. Ça peut être nos yeux, ça peut être justement un petit signe aussi qu'avec un élève à défi, on va regarder ça avec lui et dire « Hey, regarde, ça va être ça notre code quand on est comme rendu. Là. On va se faire un petit code entre nous. » Et le renforcement différencié. Le renforcement différencié, c'est que je vais venir ignorer le comportement de l'élève qui ne respecte pas ce que j'ai demandé, mais je vais aller renforcer les 4-5 autres à côté, autour, qui font ce que j'ai demandé. Ensuite, là, si jamais ça se poursuit, là, on va embarquer dans plus des écarts de conduite qu'on dit majeurs. Donc, on va aller dans des interventions qui sont plus directes. Donc, ce que je remarque souvent, c'est qu'on va dire « arrête de faire telle action », mais on devrait plutôt dire le comportement que je veux voir apparaître. Donc, je vais faire une redirection. Ensuite, je vais réenseigner. Je peux dire les différentes étapes pour que le comportement apparaisse. Exemple, l'élève ne travaille pas, bien, je vais dire « ouvre ton cahier à la page 8, fais le numéro 1, lève ta main, s'il te plaît ». D'y aller vraiment étape par étape. Ensuite, ça serait de donner des choix à l'élève. Pour la suite, ça va être utile si jamais ça escalade en retrait de classe. Donc, de dire, bien, écoute, tu as le choix de le faire maintenant, ton travail, ou sinon, bien, tu vas devoir le faire à tel autre moment. Mais il faut penser à nos choix d'avance, évidemment. Et ensuite, on peut aussi rencontrer l'élève en individuel de façon subtile et éventuellement, si jamais ça continue, il peut avoir le retrait. Donc, juste mentionner, il y a beaucoup de jeux dans les interventions, mais il ne faut pas oublier de faire les interventions indirectes quand on a du mineur. Puis des fois, on contribue nous-mêmes il y a 2 élèves qui se parlent dans le fond de la classe, je pourrais me déplacer, faire ma proximité, mais je vais dire « Hey, arrêtez de parler. » Bien là, l'autre aussi a parlé, puis l'autre. Et là, ça part en majeur alors que c'est un comportement mineur à la base. Et j'ai une classe au complet à gérer au lieu de 2 élèves. Tout à fait. Et puis, probablement, Simon, que tu vas être d'accord avec moi, là, mais une des erreurs que je vois le plus souvent chez les enseignants débutants, c'est celle de ne pas intervenir quand il y a un écart de comportement. Si ta règle de classe, c'est de ne pas parler en même temps que quelqu'un d'autre ou de lever ta main avant de parler,
aussitôt qu'un élève le fait, il faut que tu interviennes. Et ça va être de façon indirecte. Tu continues à enseigner quand même, mais ça prend un geste, ça prend une proximité. Il faut qu'ils comprennent que c'est pas accepté. Constance, cohérence, on le dira pas assez souvent, je pense. Mais le message que tu envoies quand tu continues à parler et que tu laisses tes élèves chuchoter derrière, c'est mes règles de classe, elles sont facultatives. Et là, tu perds toute ta crédibilité comme enseignant. Alors, vraiment important pour ça. Sinon aussi, tu l'as abordé très rapidement, là, mais intervenir en privé avec nos élèves, là, ils ont un ego, nos élèves, c'est normal. Ils ont une estime d'eux à préserver. Puis quand on intervient devant toute la classe, on ouvre une méchante belle porte à ce qu'ils se défendent pour pas perdre, pour pas que le regard des autres change finalement. Ou encore de tourner ça au ridicule en faisant des blagues, en faisant rire les autres. Donc, l'intervention privée fonctionne 100 fois plus. Et Catherine, j'avais été dans une de tes formations à un moment donné et j'avais appris qu'il y a juste pour une bonne intervention, finalement, ça va juste fonctionner 4 fois sur 7. C'est pas beaucoup. Tu sais, on peut avoir l'impression que quand on trouve la bonne intervention, bien, ça va fonctionner, mais non, ça fonctionne presque un petit peu plus que la moitié du temps, mais sans plus. Fait qu'il faut peut-être éviter aussi de s'auto-flageller après ça puis de trop se remettre en question quand ça ne fonctionne pas. C'est pas nécessairement que l'intervention n'était pas bonne. C'est peut-être qu'il faut le réfléchir autrement avec cet élève-là. On travaille avec des humains, pas avec des formules maths. Hein? J'ai beaucoup de collègues, moi, qui me disent qu'ils hésitent parfois à trancher ou à agir par rapport à un problème de comportement parce qu'on parle de briser le lien, on parle que le jeune soit frustré le cours suivant, qu'il y ait de la rancune, qu'il y ait de la vengeance. Et pourtant, c'est rarement le cas. Moi, ce que je fais de mon côté, quand je dois trancher, par exemple, sortir un élève de classe ou autre, je vais expliquer l'action que je vais faire. Donc, je vais expliquer, je vais t'inviter à sortir de la classe parce que je souhaite avoir un climat de classe pour les autres, parce que je ne peux pas tolérer ton impolitesse. Donc, en expliquant que aussi, je peux me servir du code de vie de l'école. Comme un policier, des fois, qui va donner une contravention, qui va dire « Excusez-moi, madame, je fais juste mon travail. » Mais moi, je suis un enseignant qui représente une école, qui représente la société. Donc, je peux expliquer aux jeunes aussi. Donc, oui, tu dois quitter ou oui, je dois faire tel geste parce qu'on s'en va là, parce qu'il y a une raison en arrière de ça. C'est pas personnel, donc c'est juste parce que je fais mon travail et je veux bien faire mon travail d'enseignant, d'enseignante aussi. Donc, il ne faut pas avoir peur d'agir, de trancher. J'ai des fois des collègues qui me disent « Oui, mais il restait juste 10 minutes dans la journée. » Oui, mais si c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Ouais, c'est ça. Ce qui est important d'abord, je pense que c'est de s'interroger sur les fonctions, en fait, de ces comportements-là. Catherine, pourquoi surviennent-ils les comportements difficiles puis perturbateurs? C'est une question très complexe. C'est pas pour rien qu'il y a des psychoéducateurs et des TS, des services complémentaires qui sont là pour nous aider à les trouver, ces fonctions de comportement-là. Dans le fond, les fonctions de comportement, c'est pourquoi un comportement apparaît. Donc, on doit intervenir là-dessus. Il y a plusieurs raisons. Comme je vous ai dit, c'est pas toujours facile à trouver. Premièrement, il faut accumuler des données comportementales. Dans quel contexte ce comportement-là apparaît? Dans quel contexte ça n'apparaît pas? Tu parlais tantôt, Pascal, au niveau des tâches d'écriture, mais des fois, il y a des enseignants qui réalisent que l'élève s'oppose ou fait des cris ou quand c'est uniquement des tâches d'écriture. Peut-être que c'est ça qu'on peut régler finalement. Exactement. Fait que là, ça vient regarder, OK, il y a peut-être des petites difficultés. Je vais peut-être plus, à ce moment-là, aller fractionner la tâche, peut-être réduire mes demandes puis les adapter au fil du temps en lui donnant confiance en lui. Puis il y a aussi beaucoup d'autres fonctions. Il y a aussi l'élève qui va obtenir l'attention des pairs ou de l'adulte. Ça, c'est une fonction qui revient extrêmement souvent. Donc, à ce moment-là, il faut accorder de l'attention aux comportements qui sont dispositifs. Et on le dit, éviter la tâche, je viens d'en parler. Faut aussi... il y a d'autres fonctions, comme je vous ai parlé, les besoins physiques, il ne faut pas l'oublier. Des fois, il y a des élèves qui se désorganisent en fin d'avant-midi. Il y en a qui ont faim. Oui. Donc, des fois, de peut-être adapter notre tâche par rapport à ça ou des fois, on va apporter une petite collation. Des fois, les milieux défavorisés, il y a des programmes quelconques. Des fois aussi, l'élève, ça peut être juste pouvoir contrôle. Puis, juste vous dire les raisons pour lesquelles un élève s'oppose, là, il y a des raisons. Souvent, c'est parce qu'il n'y a pas les capacités, il n'y a pas la disponibilité. Il peut avoir aussi pas la motivation, il peut même avoir des phobies puis des peurs. Donc, des fois, c'est d'aller fouiller dans ces éléments-là. Puis,
quand je fais une intervention, là, moi, j'aime ça y aller étape par étape, de se faire un petit processus de réflexion. Premièrement, bien, je vais déterminer si c'est mineur ou majeur, comme on a parlé. Puis je me questionne, est-ce qu'il y a quelque chose au niveau préventif, dans mes 4 premiers doigts que j'ai échappé? Puis ça se pourrait. Tu sais, si l'élève a parlé, bien, OK, il était peut-être pas une bonne idée de mixer ces deux-là ensemble. Puis ensuite, de me questionner sur la fonction du comportement, intervenir puis me réajuster parce que ça se pourrait que l'intervention que je fais est bonne, est peut-être bonne à ce moment-là avec cet élève-là, avec la photo de l'élève que j'ai actuellement. Mais l'élève, il évolue. Il évolue énormément. Donc, c'est important de s'ajuster par la suite. Tu as tout à fait raison, Catherine, à ce niveau-là. Puis maintenant, j'aimerais qu'on s'attarde au retrait de classe. Parfois, là, même avec tous ces conseils-là, ces bons conseils-là, on a tenté tout ce qu'on pouvait. Il peut arriver quand même qu'un retrait de classe, là, ça soit nécessaire. Puis ça arrive quand même assez souvent dans nos classes. Puis des fois, on ne sait pas quand le faire puis comment le faire. Bien, justement, Catherine, selon toi, là, à quel moment on sait qu'il faut faire le retrait de classe? Puis de quelle façon on procède pour le faire? Premièrement, là, tu sais, quand on parle d'intervention graduée, là, bien, c'est quand j'ai fait mes interventions graduées. On ne peut pas passer de « j'ai pas fait d'intervention » à « je te sors ». Assurément pas. Puis de l'amener, il y a une façon aussi de l'amener à l'élève, comme tu disais un peu, Simon, pour préserver le lien. Puis c'est important, dès le départ, d'aller vérifier comment ça fonctionne au niveau du protocole de gestion de comportement, parce que des fois, on se pose la question que tu poses, François, mais il y a des écoles que c'est écrit clairement. Donc, allez consulter ça, allez voir le psychoède, allez voir la direction. Puis il y a des incontournables vraiment à se rappeler pour le retrait de classe. Premièrement, il faut s'assurer que le retrait, ça soit perçu comme une mesure d'aide. Donc, c'est ton choix, par tes choix de comportement qui m'amènent à devoir te retirer. Exactement. Puis on peut même, ça a l'air fou, mais on peut même mettre un peu de bienveillance dans nos choix de mots aussi. Absolument. Tu sais que je t'apprécie, mais je dois. Et on peut même signaler quelque chose de positif. Tu as fait un beau début de période malgré tout. Je suis vraiment content, mais là, ça c'est pas apprécié, c'est pas acceptable. Un petit élément, il faut toujours que l'élève sente qu'il est le bienvenu dans la classe. Sa place, c'est dans la classe, c'est pas à l'extérieur. Puis là, Catherine, tu vas peut-être en parler, mais comment le réintégrer, l'élève, peut-être? C'est super important. Puis, tu sais, quand on est rendu à retirer l'élève, là, bien, il faut aussi garder en tête qu'il y a des élèves qui respectent les consignes et les attentes que j'ai préalablement modélisées. Donc, d'aller comme faire, hey, continuez, gang, vous mettre à la tâche, puis de faire des thumbs up, très important. S'assurer aussi de la progression des apprentissages scolaires. Il y a des élèves pour qui on les retire de classe, mais ils ont des difficultés académiques. On les retire de classe et là, les difficultés académiques ne font que s'accentuer encore plus. Donc, c'est quand que le travail va être repris? Parce que sa fonction du comportement, c'est l'évitement de la tâche. Il va falloir s'ajuster et se parler. Il ne faut pas qu'il en sorte gagnant. Exactement. Retrait de courte durée, idéalement. Puis, comme tu as dit, François, planifier la réintégration. Donc, de dire là, oui, effectivement, comme Simon a mentionné, je vais devoir te retirer parce que par ton choix de comportement, mais sache qu'on va se reparler, de toujours rencontrer l'élève avant son retour en classe. Parce que s'il rentre bing, bang, boom, comme ça va juste revenir. C'est comme s'il y avait une petite rupture de lien qui s'était faite. Là, il faut aller le reconnecter, donc faire le pont un peu comme tu disais, Simon. Je travaille présentement dans une école secondaire où le retour avec l'élève est obligatoire. Donc, même sur le papier de retrait, quand on va sortir un élève, donc on doit écrire soit une date fixe pour un retour, et il y a un règlement que si l'élève est sorti de classe, il ne peut pas réintégrer le prochain cours s'il n'y a pas eu un échange individuel avec l'enseignant. Et de qualité. Ouais. Parce que des fois, on essaie de faire l'échange, il n'est pas de qualité, ça compte pas. En arrivant dans ce milieu-là, Exact. je trouvais ça intense, mais c'est tellement bon. Puis moi, je fixe des récréations souvent ou lors du dîner, pas 3 minutes avant un cours, évidemment. Et c'est tellement payant comme moment avec le jeune. On revient sur l'événement, on revient sur sa perception, sur ma perception. Des fois, c'est là qu'on va connecter sur ce qui s'est réellement passé aussi. Puis la discussion en individuel est payante aussi pour le lien. On a des élèves qui sont des fois adolescents, qui sont justement, ils font leur crise d'adolescence, puis ils ont quelque chose à montrer à la classe, donc ils sont un peu plus un petit coq dans la classe devant les autres, tandis qu'en individuel, on peut avoir accès plus à leur vulnérabilité. Et parfois, ça finit avec une poignée de main et cet élève-là qui était problématique devient un allié pour le reste pour les semaines suivantes. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Puis, toujours dans mon milieu, on est obligé de contacter les parents à l'intérieur de 48 heures après un retrait. Pour contacter les parents, j'ai différents collègues qui ont différentes préférences. J'ai des collègues qui préfèrent le courriel pour pouvoir organiser
leurs pensées, pour pouvoir structurer ce qu'ils ont à partager à l'enseignant, parce qu'il y en a qui sont stressés, qui sont nerveux, parlent avec le parent, et on parle des répliques possibles. Puis j'en ai d'autres à l'inverse, même de plus en plus, qui préfèrent le téléphone. Ouais. On y revient de plus en plus parce que l'enseignant, contrairement à un courriel, le parent, dans un courriel... excusez-moi. Donc, dans un téléphone, le parent va déjà entendre notre voix. Oui. Il va sentir le ton qu'on est dans une équipe ensemble. Donc, exact. On veut le bien, comme on disait, on est préoccupé par l'élève. C'est pas on veut se débarrasser, que l'élève est une nuisance, puis c'est juste un problème dans ma vie. Tout à fait. Donc, de descendre la tension. Tandis que maintenant, le parent peut lire un courriel en train de faire du magasinage ou autre, puis on reçoit déjà la réponse en caps lock, pas d'espace. Exactement. Là, donc, puis au téléphone, on peut désamorcer tout de suite. Tu sais, si le parent, il nous entend moins ou il y a un malentendu, tout de suite, on va sentir que son ton se casse et là, on va pouvoir désamorcer avant que ça grimpe dans sa tête. Là, on le dit pas assez, je pense, là, mais à tous les mentorés, je leur dis appel, appel, appel. Non, c'est important, appel. Puis pour gérer tout ça, il y a un moment où on a besoin de nos collègues, là, des professionnels, un mentor autour de nous, une direction. C'est à quel moment que ces gens-là doivent entrer en jeu, là? Bien, moi, de mon côté, là, c'est sûr que je vais y aller avec mon rôle que j'avais comme agente de réadaptation dans l'école, mais je me questionne sur les fonctions du comportement. Je ne sais pas trop pourquoi l'élève fait ça ou tout simplement avoir du support sur comment je peux faire l'intervention avec lui. Puis il y a des élèves à défi qui ont des protocoles et des plans d'action particuliers, donc je peux aller les voir. Puis aussi, j'ai le goût de dire, les services complémentaires peuvent être votre pas de recul, les enseignants. Vous êtes au quotidien avec eux pour les enseignants titulaires, puis même, je ne veux pas oublier les enseignants spécialistes aussi, qui les voient moins souvent. Puis ça se peut que le lien puis la mise en place de certaines règles, ça soit plus complexe, mais on peut être votre pas de recul, puis on est une équipe pour les élèves. Évidemment, dans les dernières années, il y a beaucoup de programmes de mentorat qui ont été établis dans les écoles. Donc, j'ai envie de dire en premier, consultez votre mentor. Il est là pour ça. Puis, il y a probablement des trucs auxquels vous n'avez pas pensé. Mais tous nos collègues peuvent être des confidents aussi. Ça peut être des collègues qui ont la même clientèle que vous, qui ont des élèves du même âge aussi. Si vous avez beaucoup d'affinités avec une direction adjointe, c'est probablement des anciens enseignants aussi. Donc, ça peut être une discussion intéressante. Puis, peu importe votre milieu, restez pas seul parce que des fois, il y a des petites écoles où on a l'impression que personne autour va nous comprendre, ou on est dans une grande école, mais on travaille dans un département où physiquement, on est un peu plus loin du reste de l'équipe. Donc, il ne faut pas rester seul, il faut aller vers les autres. Puis, si vous sentez moins de connexion avec les gens autour de vous, bien, sur Internet, il y a des groupes de partage entre enseignants ou entre jeunes enseignants aussi. Donc, de l'aide, il y en a plein. Puis, des fois, même dans les assurances que l'établissement vous offre, il y a des programmes d'accompagnement, d'aide pour l'écoute aussi. Donc, c'est vraiment important de ne pas garder ça à l'intérieur de soi quand ça ne va pas bien. Merci. On ferme la boucle. On retermine par la paume de la main la personne qui enseigne. On ne peut pas passer à côté du fait que ça provoque des émotions, la gestion des comportements chez la personne qui enseigne puis qui tente d'intervenir. On a tous une histoire, on a tous des zones de vulnérabilité, on est humain. Puis c'est là que l'autorégulation des émotions devient super importante. Quel conseil, Simon, donnerais-tu à quelqu'un pour qui c'est un défi? Tu dois en croiser dans ta pratique mentorale probablement. Oui, bien, tout à l'heure, je disais qu'il fallait donner l'exemple, nous aussi. Moi, particulièrement, plus je vieillis, on dirait plus mon humour est cinglant avec mes élèves. Donc, des fois, c'est baveux un peu. On est capable, des fois, de sentir que certains jeunes sont capables de prendre l'humour, d'autres moins. Des fois, les enfants qui ont eu des grands frères, grandes sœurs et tout ça. Donc, il faut penser à ça. Et puisque je voyais, je m'en allais vers cette difficulté-là. C'est un peu étrange, là, mais j'ai collé au fond de ma classe une photo de moi à l'âge de mes élèves. Et je la regarde de temps en temps en me disant, est-ce que je m'adresserais au jeune Simon de cette façon-là? Oui. Est-ce qu'à cet âge-là, j'étais disposée à entendre tel genre d'humour ou telle fermeté? Donc, j'essaie de penser à moi pour ça. Et j'ai beaucoup de collègues qui ont aussi des enfants. Donc, des fois, c'est de se poser la question, est-ce que je parlerai à mes propres enfants comme ça? Si je ne suis pas toujours avec mes enfants quand ils sont dans leur milieu scolaire, mais est-ce que j'aimerais qu'on s'adresse de cette façon-là à mes propres enfants? Fait que des fois, ça nous aide à replacer certains trucs aussi dans notre façon d'aborder les jeunes. Tout à fait. Catherine? Moi, je rajouterais, tu parles de la gestion des émotions comme intervenant, comme enseignant, mais trouver notre bouton rouge, on en a tous un.
Il faut le trouver avant qu'il soit pressé parce que ça va nous permettre de se préparer à l'avance sur comment je pourrais réagir au niveau verbal puis non-verbal. Puis je ramène de dépersonnaliser les comportements. Tu sais, si je me dis que l'élève fait ça pour venir me chercher, ça va me placer moi-même dans une posture où il va avoir de l'argumentation. Donc, de dire les fonctions du comportement, vraiment essayer de les trouver toujours. Puis aussi, des fois, de prendre un petit moment de recul pour nous-mêmes, avec quelqu'un, comme j'ai dit précédemment, de regarder, OK, pourquoi ça a moins bien été, puis me réajuster. Parce que souvent, on prend pas ça, c'est pas un luxe de faire ça. Puis de toujours garder en tête que là, je suis un nouvel enseignant, je suis en développement professionnel, mais devant moi, j'ai des petits humains ou des ados qui sont en train de se développer eux aussi. Tout à fait. Je trouve que ça vient relativiser les choses. Prendre soin de nous aussi. Je l'ai oublié, mais juste vous dire, on est un outil de travail, on travaille avec des humains. Il faut prendre soin de nous-mêmes. C'est souvent mis en dernier, mais c'est une priorité. C'est une priorité. Je pense que sans se mettre en position de faiblesse face aux jeunes, on peut des fois verbaliser certains de nos critères. Il n'y a pas un adulte de pareil. Donc, et au secondaire, quand un enfant a 9 enseignants, on peut dire, ben moi, la posture en classe, c'est important pour moi. Tandis que le voisin à côté, c'est pas grave, tu peux être placé n'importe comment. Donc, on a chacun notre bouton rouge, justement. On a chacun ce qui passe pas. Donc, ça s'explique à des élèves aussi. Tout à fait, surtout chez les grands qui sont plus en mesure de comprendre. Hey, on l'a vu aujourd'hui, hein, la gestion de classe, c'est bien plus qu'un ensemble de règles. C'est une approche qui réfléchit, basée sur la prévention, le lien avec l'élève, l'intervention graduée et la compréhension des comportements. Plus on est outillé, plus on enseigne avec confiance. Pour aller plus loin, nous vous recommandons de lire les œuvres de Steve Bissonnette sur l'enseignement explicite des comportements, de Stéphane Côté sur les pratiques gagnantes et de Nancy Gaudreault, Gérer efficacement sa classe, les ingrédients essentiels. Un immense merci à nos 2 invités, pas experts, mais presque. Alors, Catherine Pellerin et Simon Quintal, merci pour le partage et votre expérience terrain. En conclusion, un petit mot aux enseignants. Rappelez-vous, la gestion de classe, ça ne se maîtrise pas du jour au lendemain, mais chaque petit ajustement fait une différence. Continuez d'explorer, d'essayer, mais surtout de bien vous entourer. En équipe, on bâtit des environnements d'apprentissage où les élèves et les enseignants peuvent s'épanouir. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute. C'était un plaisir. Merci à vous deux. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode d'Après la cloche.